Salut à tous, alors aujourd'hui je me trouve à Budapest avec Fabien. Salut Fabien. Salut Pierre. Et donc je voulais l'interviewer depuis assez longtemps parce que c'est un ami, un collègue dans l'univers des langues. Et donc j'en ai profité d'être ici à Budapest pour le rencontrer tout simplement. Et donc Fabien, est-ce que tu pourrais te présenter tout d'abord? Alors je m'appelle Fabien Snowart, je suis le créateur du site bilingueanglais.com où j'aide les gens à apprendre l'anglais. Et on se connaît avec Pierre depuis quelques années, depuis un gathering, un polyglot gathering. Et donc en dehors de l'anglais, j'apprends ou je parle le russe, le hongrois pour ma vie personnelle et je parle aussi espagnol et français. Et en fait, comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser aux langues de manière générale? C'est dur à dire, j'ai toujours aimé les langues. J'ai des origines étrangères, polonaises, flamandes, mon nom de famille est flamand. Je suis à moitié polonais par le sang. Je pense qu'il y a toujours eu cette envie-là. À une époque, j'empruntais des méthodes assimiles à la bibliothèque juste comme ça, par curiosité. Et ce qui m'a vraiment mis le pied dedans, c'est d'apprendre l'anglais adolescent en fait. Je viens de me prendre un truc sur la gueule. Oui, alors faites pas attention, il y a beaucoup de vent, on risque de se prendre à peu près toute la flore locale sur la figure, c'est normal. Et comment t'en es arrivé à t'intéresser aux langues et après d'en avoir l'idée d'en faire finalement ton métier? Alors le fait que ce soit devenu un métier, ça limite quelque part par hasard. J'ai toujours aimé créer des choses. Et à force de pratiquer l'anglais, alors d'abord en faisant des jeux vidéo, en discutant sur internet, en apprenant plein de choses en anglais par rapport à l'informatique et par la suite sur plein de sujets différents, la psychologie, le marketing, le business, la programmation en particulier. À force de faire tout ça, en fait, j'avais envie de partager la manière dont j'avais appris l'anglais, en fait, parce qu'on a une réputation d'être très mauvais en langue et surtout en anglais en France. Et donc c'est devenu un business en commençant par un livre et newsletter. Est-ce que tu pourrais nous présenter ce livre? Alors mon premier livre, c'était Comment devenir bilingue en anglais. Je l'ai écrit il y a 10 ans déjà. Et dedans, je présentais différentes techniques que j'avais utilisées moi-même pour apprendre l'anglais. Alors il y a certaines techniques qui sont devenues monnaie courante, j'ai envie de dire, comme regarder Friends par exemple pour apprendre l'anglais. C'est ce que j'ai fait pour apprendre l'anglais parlé, parce qu'à une époque je connaissais que l'anglais écrit. Ma femme qui est russe et on vit en Hongrie, actuellement elle regarde Friends pour pratiquer son hongrois. Et donc c'est une des techniques, et je parlais aussi des livres audio ou rencontrer des personnes, utiliser les forums pour trouver ces mots en anglais, ensuite les chatrooms pour trouver ces mots en temps réel, comment penser en anglais et des choses comme ça. Et donc c'était il y a déjà 10 ans. Ensuite j'ai écrit un deuxième livre basé sur mon expérience à apprendre le hongrois, et après avoir lu beaucoup de livres sur le fonctionnement du cerveau et des langues vivantes. Et ensuite j'ai écrit un livre en anglais sur le même sujet, et ensuite un livre audio sur la phonétique anglaise. Et le plus gros projet que j'ai bouclé, ça m'a pris quelques années, c'est Click and Speak, c'est une formation que tu connais pour apprendre l'anglais, et qui est énorme. C'est la formation idéale que j'aurais aimé avoir pour apprendre l'anglais et que j'aimerais toujours avoir pour apprendre le hongrois et le russe. Est-ce que tu pourrais nous détailler, nous présenter un peu plus, parce que c'est assez particulier quand même comme manière de présenter? La formation Ouais, la formation. Alors la formation, c'est... Il y a plein de choses qui fonctionnent pour apprendre les langues. Et le problème, c'est que souvent, tout est dispersé et on doit en fait créer nous-mêmes notre propre méthode pour apprendre l'anglais, ce qui peut être agréable, mais souvent c'est pas très efficace parce que souvent on manque de temps pour apprendre les langues. Donc si en plus, au moment de pratiquer, on perd du temps à chercher quoi faire au lieu de vraiment pratiquer, c'est vraiment pas efficace. C'est le problème que j'ai longtemps eu en russe où je savais pas quoi faire par exemple. Et je passais plus de temps à chercher quoi faire qu'à apprendre. Et du coup, dans cette formation d'anglais, j'ai essayé de mettre tout ce qui marchait, la répétition espacée, qui marche depuis longtemps, le fait d'apprendre le vocabulaire dans le contexte de phrases qui ont du sens, histoire de parce que c'est plus facile d'apprendre un mot associé à plusieurs que des mots isolés. La mémoire fonctionne comme ça, que ce soit pour les langues ou d'autres choses. Dès qu'on peut rattacher ce qu'on apprend à quelque chose qu'on connaît déjà, c'est beaucoup plus facile d'apprendre. Et puis aussi, l'anglais, c'est réputé être une langue facile. Mais le problème de l'anglais, c'est que l'anglais, ça ne s'écrit pas comme ça se prononce. C'est ce qui fait qu'en vérité, souvent on culpabilise en tant que francophone, on pense qu'on a un mauvais niveau d'anglais. Mais en fait, en général, on sait lire et écrire l'anglais. C'est juste qu'on ne sait pas le prononcer, parce que le français et l'anglais se ressemblent énormément à l'écrit.
mais à l'oral, c'est une autre paire de manches. Et du coup, moi, dans ma formation, ce que j'ai mis, il y a des transcriptions phonétiques et de l'audio absolument partout. Ça veut dire que si, par exemple, le mot, je sais pas, iron, par exemple, du fer, si on ne sait pas comment il se prononce, on peut voir sa transcription phonétique. Et enfin, pareil pour plein d'autres exemples. Par exemple, un exemple que j'aime bien, c'est le mot colonel, qui s'écrit en anglais aussi colonel, mais qui se prononce colonel. Et ça, si on n'a pas une transcription phonique pour nous aider, c'est dur de le saisir. Oui, parce qu'il y a des mots, et j'en découvre même encore, des mots où ça se prononce pas du tout comme c'est écrit. Et puis de toute façon, c'était Georges Clemenceau qui disait que l'anglais c'était du français mal prononcé. Et c'est un peu, en fait, on est à la fois très avantagé en tant que francophone parce que c'est quasiment le même vocabulaire en très grande partie, mais prononcé par des gens d'une autre famille de langues, donc forcément qui ont totalement changé la prononciation. Et quand on voit de l'anglais écrit, on a envie de le prononcer comme du français, et c'est logique, mais on tombe dans ce piège. C'est un concept que j'aime bien sur l'apprentissage, c'est l'idée de transfert positif, transfert négatif. Donc le transfert positif, c'est tout ce qu'on connaît déjà qu'on peut transférer à un nouveau domaine. Donc par exemple l'orthographe, souvent l'orthographe française, on peut s'en servir pour écrire en anglais. Et puis le transfert négatif, c'est toutes les interférences. Et à ce niveau-là, ça veut dire que parmi les milliers de sons qui s'écrivent pareil dans les deux langues, il n'y en a pas un seul qui se prononce pareil dans les deux langues. C'est toujours différent. Et donc il faut défaire notre automatisme et réapprendre à prononcer l'anglais. Et personnellement, je pense que la phonétique, c'est le meilleur moyen pour ça. Et justement, toi, tu mets pas mal l'accent sur la phonétique. Moi, j'essaye vraiment un peu de diffuser ça, de vulgariser ça, parce que ça fait peur à beaucoup de monde, et avec raison, parce que quand on regarde un tableau d'API complet, c'est gigantesque. Mais c'est vrai que ça permet vraiment de casser en petits morceaux pour savoir quoi apprendre. Et justement, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les fameux sons qui n'existent pas en français et qui sont très nombreux en anglais, quoi? J'aurais dû réviser avant de venir. Les chiffres, en gros, ça dépend à quel dialecte on s'intéresse. Mais si on prend l'anglais standard américain, par exemple, il y a 39 sons en anglais standard américain. Il y a aussi des débats là-dessus, mais bon, peu importe. On laisse ça de côté pour l'instant. Il y a 39 sons et il y en a 13, si je me rappelle bien, qui existent uniquement en anglais américain, mais qui n'existent pas en français. Et donc, on pourra mettre les liens en dessous de la vidéo, de découvrir ces sons-là, lesquels ils sont déjà pour apprendre à les entendre. Ensuite, voir comment ils s'articulent pour apprendre à les répéter. De faire ce travail-là avec énormément d'exemples, on voudra toujours travailler à base d'exemples, ça nous permet déjà de démystifier la phonétique, parce que comme tu dis, la phonétique ça fait peur. Et c'est vrai que ça fait peur parce que ça fait plein de symboles qu'on découvre en général d'une traite. Et en général, quand on commence la phonétique, on n'a pas une petite sélection des sons qui sont utiles à travailler. On a tous les sons, et tous les sons c'est genre 150 sons et à peu près autant de symboles. Et c'est juste trop pour commencer. Oui, parce que si on prend vraiment tous les sons qui existent, on se retrouve avec les sons des langues à clics ou des choses comme ça, on n'en a pas besoin. C'est dur d'isoler, parce que finalement, quand on apprend une langue, on isole une dizaine de sons qui n'existent pas en français et on a déjà la base, quoi. C'est aussi l'approche que j'ai essayé d'utiliser en apprenant d'autres langues. Alors en hongrois, par exemple, j'ai un niveau B1, B2 en hongrois. Je suis un peu au même niveau depuis 2 ans à cause du travail et parce que je me suis concentré sur le russe. Mais bon, je maintiens quand même mon hongrois, enfin bref. Ce qui est intéressant quand on commence par la phonétique, c'est qu'on fait la liste des sons qui n'existent pas dans la langue qu'on étudie. Et donc en hongrois, par exemple, je voyais qu'il y avait... en gros, il y a 4 sons qui étaient vraiment difficiles, qui n'existent pas en français. Et ensuite, il y a quelques sons qui ressemblent beaucoup à des sons français. Et c'est mieux de les modifier un peu pour avoir une prononciation plus précise. Mais globalement, pour être compris et comprendre, il y avait genre 4 sons à étudier. Et donc de se concentrer là-dessus, une fois que j'avais fait ce travail-là, l'oral hongrois n'avait pas de difficulté particulière, par exemple. Alors que, il y a d'autres difficultés en hongrois, mais au moins l'oral, pour les francophones, globalement, le hongrois, on est en terrain assez familier. Et justement, de manière générale, en fait, sur les langues, quelle a été ta plus grosse difficulté que tu as rencontrée un peu tout le temps? Tout le temps, dans toutes les langues? Ouais, de manière générale. Il y a le temps, c'est parce qu'on sous-estime souvent le temps que ça prend. On n'est pas aidé par ça, par la publicité, et puis aussi une tendance peut-être naturelle à vouloir avoir des solutions faciles tout le temps. Mais ouais, les langues ça prend du temps, ça prend 1000 heures à peu près pour maîtriser une langue. Et donc il faut savoir, je dirais qu'à ce niveau-là, il faut savoir trouver ses priorités. Moi je m'enthousiasme facilement pour démarrer des nouveaux projets et des choses comme ça.
Et j'ai un peu dû me calmer là-dessus parce qu'à une époque, je démarrais plein de projets, j'en bouclais aucun. Et quelque part, d'apprendre à me discipliner et me concentrer sur une chose à la fois, de manière générale et en particulier pour les langues, ça m'a beaucoup apporté en fait. Donc de me concentrer sur une langue à la fois, ça m'a aidé à mieux gérer mon temps et à avancer beaucoup plus. Mais sinon, la plus grosse difficulté qui me vient en tête, c'est sur le russe, où après le hongrois, qui est réputé plus difficile, je pensais que le russe allait être facile, et j'y suis allé un peu en mode à la cool, pas très organisé. Et le russe, en fait, c'est plus complexe que le hongrois, parce que c'est plus irrégulier, du coup ça demande plus d'efforts en fait. Je ne sais pas si le russe est vraiment plus dur, mais il demande plus d'efforts en tout cas. Puis, de toute façon, je pense que de manière générale, il vaut mieux quand on débute une langue ne pas y aller vraiment la fleur au fusil, parce qu'il y a beaucoup de gens, même qui apprennent l'espagnol, l'italien, qui se disent c'est facile, ça sera torché en 2 mois, et qui se rendent compte après au bout d'un moment qu'une fois qu'on passe le petit niveau conversationnel, il y a des difficultés, il y a la concordance des temps, des choses comme ça. Et en fait, je pense que si on ne prend pas chaque langue sérieusement en se concentrant dessus, et en plus en étudiant finement les difficultés, on a vite fait de tomber dans les pièges, quoi. Ouais, et puis ouais, c'est aussi ça me fait penser à la tendance qu'on a, enfin je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent qui vont s'identifier à ça, c'est on a envie d'apprendre toutes les langues en fait. C'est le problème, ouais. Et c'est juste pas possible, et à un moment il y a la question qui se pose je pense que c'est bien de se poser la question pourquoi on apprend les langues. Ça peut être un plaisir de découvrir plein de langues différentes, comme un musicien pourrait découvrir plein d'instruments différents, mais moi personnellement en tout cas j'ai trouvé beaucoup de plaisir à essayer d'atteindre un haut niveau. Et dans les personnes que j'aide en anglais, c'est là aussi que je trouve du plaisir dans mes interactions avec les élèves et les utilisateurs de ma formation. C'est ceux qui veulent aller loin, c'est plus motivant, ils sont plus motivés, ils sont plus motivants en fait. Et enfin, voilà, c'est mon petit usage perso, je pense que c'est bien de viser haut en fait. Il faut commencer par viser bas, mais à long terme viser haut parce que c'est gratifiant en fait. Moi je veux maîtriser le hongrois et le russe. On est au plus haut niveau, ça prendra du temps pour vraiment parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre une langue, hein. Même notre langue natale, quelque part, il y a de nouvelles choses qui apparaissent. Mais de viséo, ouais, je sais pas, c'est plus gratifiant que de faire plein de choses et de se disperser, je trouve. Mais justement, après le russe, le hongrois, un jour, tu aimerais apprendre une nouvelle langue, et il y a plein de langues que j'aimerais apprendre, mais honnêtement, je ferais une pause après le russe et l'hongrois. J'aimerais apprendre d'autres choses, que ce soit les maths, bizarrement. Que j'ai toujours été mauvais en maths. J'aimerais me mettre aux maths ou la musique. J'aime beaucoup la musique et j'aimerais trouver du temps pour être sérieux sur un instrument de musique. Ah non, mais contrairement aux apparences, il y a d'autres choses que les langues dans la vie. C'est un moyen aussi, les langues. Mais enfin voilà, il faut un peu gérer ses envies, quoi. Et plus précisément, en fait, quel conseil tu donnerais à une personne qui choisit d'apprendre une langue? Parce qu'en fait, toi, tu t'es beaucoup intéressé, je le sais, à tous les aspects de motivation, de gestion du temps. Et comment toi, en fait, tu envisages l'apprentissage d'une langue comme projet, quoi? Alors, comme projet, je dirais que l'organisation, ça fait une grosse différence. C'est très facile de perdre des années à essayer plein de méthodes différentes qui ne sont pas complémentaires. Typiquement, la méthode idéale pour apprendre une langue, ça n'existe pas. Et on a besoin de mélanger les méthodes. Ensuite, les meilleures méthodes, elles vous bâchent le travail et elles vous permettent de vous concentrer sur le fait d'agir plutôt que de chercher. Il faut avoir du recul pour voir où est-ce qu'on a des lacunes. La méthode la plus simple pour s'organiser, c'est simple, je dirais, il y a 4 éléments. C'est d'abord le fait d'apprendre à apprendre et comment s'organiser, donc c'est un peu le niveau méta. Le fait de savoir s'organiser, c'est quelque chose qu'il faut apprendre quelque part. Et ensuite, sur la langue elle-même, la phonétique, le vocabulaire, la grammaire, de préférence dans cet ordre-là, en faisant des passerelles entre les différents éléments, parce qu'il y a toujours des liens. Par exemple, en anglais, on peut imaginer que la phonétique et la grammaire, c'est deux choses complètement différentes, mais il y a une grande passerelle entre les deux. Par exemple, le fait qu'un mot soit un mot de fonction, ou soit un mot content word en anglais, je sais plus parler français. Le fait de distinguer la nature du mot va avoir un impact sur sa prononciation. Donc concrètement, d'étudier la phonétique va aider à mieux comprendre la grammaire, et d'étudier la grammaire, des fois, si on travaille avec l'oral, permet aussi mieux d'observer la phonétique. C'était pas le meilleur exemple. Sur les mots les plus courants, souvent en anglais, sont un peu... on a l'impression qu'ils sont mal articulés. C'est juste lié à l'accent de l'anglais, et voilà, faire la passerelle entre phonétique et grammaire peut aider à ce niveau-là.
Donc voilà, phonétique, vocabulaire, grammaire. Et donc ça c'est pour la vue d'ensemble. Et ensuite j'ai pour un débutant de prendre son temps quelque part. Souvent en tant que débutant on voudrait se mettre à fond et on se dit si je me mets à fond pendant voilà, 1 heure par jour ou 3 heures par jour pendant je sais pas combien de temps, et bien à ce moment-là j'aurais fini d'apprendre la langue et je serais débarrassé. Et le problème avec cette approche là c'est qu'elle est un peu défaitiste en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le plaisir, que ça nous saoule et ça va être très dur de gérer sa motivation. Donc moi ce que je conseille à l'inverse, aussi parce que ça m'a beaucoup aidé à passer un cap en russe, c'est de commencer avec peut-être juste 10 minutes par jour. Peu importe ce que vous faites, moi en russe j'avais commencé avec 10 minutes de babadoum par jour et c'est très ludique, babadoom.com, et juste ça m'a mis le pied à l'étrier et je me suis pris au jeu et ensuite j'ai augmenté les quantités. Ça m'a beaucoup aidé. Bah pour préciser, Babadoom c'est une sorte de site un peu ludique, c'est un peu comme Duolingo mais en plus marrant même, où on peut travailler ses langues avec des quiz, des traductions, des choses à entendre, voilà. C'est ça. C'est un bon site, ouais. Alors ça suffit pas Babadoom, on n'apprend que des mots en isolation, mais c'est très ludique et donc c'est une bonne introduction à la langue. Juste pour dire que la solution idéale n'existe pas. Ouais. Et justement, une fois qu'on a toutes ces passerelles, en fait, toi tu utilises quelles ressources en fait? Moi personnellement j'aime beaucoup apprendre avec des séries télé. Et en russe, j'apprends le russe depuis 5-6 ans. Mais ça ne veut pas dire grand chose de compter en années parce que les premières années je prenais pas de cours, je pensais que j'allais choper ça comme ça, mais je faisais pas assez d'efforts. Et ensuite j'ai pris un peu de cours mais j'étais pas assez sérieux. Et là où j'ai vraiment fait des progrès énormes, c'est depuis le mois d'octobre dernier. Donc il y a il y a genre 9 mois, où j'en ai fait un peu tous les jours. Et au bout d'un moment j'avais peut-être un niveau juste A2. Mais je me suis mis à regarder plein de séries télé et c'est peut-être 40% de ce que je fais. Juste regarder des sitcoms russes. Il y a beaucoup de sitcoms russes en fait. Et elles sont assez créatives, elles sont drôles. Et ça me permet, ça ne veut pas dire que je comprends tout, mais ça me permet d'écouter du russe toute la journée, plusieurs fois par jour, de manière détendue. Et je chope des petites expressions par-ci par-là. Et ouais, il ne faut pas viser 100% de compréhension au début, c'est impossible. Sinon, c'est juste impossible. Si un enfant attendait d'atteindre 100% de compréhension, il ne parlerait jamais. Ouais, bah ça c'est un écueil des débutants, c'est de se dire je parlerai cette langue quand je saurai la parler, je regarderai des films quand je comprendrai, et finalement si on pratique pas, ça vient pas. On s'empêche de pratiquer, voilà. C'est un peu la question de l'œuf ou la poule, mais non, il faut faire les deux, essayer d'un peu parler, et écouter, et ouais, tu me posais la question sur la ressource, donc beaucoup de séries télé. Et sinon je fais quand même des trucs chiants, genre je lis des livres de grammaire, j'étudie la grammaire pour moi-même, mais en général les livres de grammaire ils sont pas très bien faits. Du coup je fais un peu ma méthode sur mesure en fonction de mes besoins. Par exemple en russe j'ai besoin de savoir où est l'accent tonique à chaque fois et j'ai besoin de découper mon travail, par exemple sur les déclinaisons. Pour bien décliner j'ai besoin de découper mon travail par cas, par type de déclinaison. Et dans les livres de grammaire présentent en général toute la grammaire de la langue, mais pas forcément dans l'ordre dans lequel il faudrait l'étudier ou l'apprendre. Donc c'est souvent la limite des méthodes, enfin des livres de grammaire. Parce que le problème des livres de grammaire, c'est que c'est souvent présenté sous un aspect quasiment linguistique. Donc la linguistique, on va voir déjà la morphosyntaxe, c'est-à-dire la création des phrases, et après on va voir les choses dans l'ordre, alors que finalement en apprenant, c'est pas forcément le bon cheminement, c'est certain. C'est ça, les livres de grammaire c'est une référence, mais en tant qu'apprenant on a besoin pas d'avoir une référence, on a besoin d'avoir une progression. Et si les méthodes vous offrent pas ça, ça va être à vous de découvrir dans quel ordre vous avez intérêt à apprendre la langue. Et c'est là aussi d'apprendre plusieurs langues, enfin qu'on a plusieurs langues derrière soi, ça aide de plus en plus, parce qu'on a aussi une idée du vocabulaire le plus important par exemple, ou par quoi commencer de manière instinctive, parce qu'on l'a déjà fait avant. Et c'est là que c'est le plus dur pour quelqu'un qui apprend sa première langue étrangère. Et c'est là que des sites comme le tien aident, parce que ça permet de s'organiser et de savoir quoi faire. Mais c'est vrai que c'est intéressant sur les livres de grammaire, parce qu'en fait souvent, ça c'est un peu le côté français où on étudie les langues avec quasiment une approche du linguiste, et c'est qu'on va prendre le livre de grammaire, on va essayer d'apprendre la grammaire dedans, alors que je trouve que les livres de grammaire permettent plus facilement de comprendre la grammaire,
Mais pour l'apprendre, c'est plutôt par la pratique, voire en mettant des structures types dans un logiciel de répétition espacée, etc., etc. Une méthode sur laquelle je suis tombé un peu par hasard récemment, ça va me permettre d'être plus clair sur l'idée de faire la passerelle entre phonétique et grammaire. Je suis différents livres qui sont surtout basés sur la grammaire en ce moment. Et ce que je fais, c'est que je lis le livre et je me concentre surtout sur les phrases exemples. Et les phrases exemples, si c'est une phrase que je comprends parfaitement et je sais que je peux la prononcer de manière fluide, je ne m'attarde pas dessus. Mais dès que j'ai une phrase qui me pose un peu de problème, un peu comme un sentier un peu chaotique sur lequel il faut passer, et à ce moment-là, je vais répéter la phrase plusieurs fois, mentalement si jamais je suis dans les transports ou que je ne veux pas déranger ou quelque chose comme ça. Mais je répète comme ça 20 fois pour que ça devienne de plus en plus fluide. Et je le fais en fermant les yeux aussi, histoire de ne pas regarder le texte et histoire de vraiment... L'idée c'est de développer ma mémoire auditive en fait. Et aussi, pour les phrases les plus compliquées, à la rigueur, peut-être je le fais que mentalement, sans essayer de répéter, juste pour développer ma mémoire auditive. Et ensuite, je le fais aussi en travaillant l'articulation. Et le fait de monter sur les quantités, comme ça, en fait, ça peut paraître chiant, mais en fait, ça fait gagner en confiance. Parce que le problème des langues, c'est qu'on a tendance à passer... à survoler, ouais, je sais. C'est ça, on survole tout et on ne maîtrise rien. Et c'est vraiment ingrat. Alors que de répéter, et peut-être que les 15 premières fois c'est chiant, mais ensuite c'est là qu'on gagne en confiance. Et une fois qu'on arrive à le transposer dans la réalité, et ensuite on a préparé le terrain pour pouvoir s'en servir dans des conversations. Et là on est fier de soi, et c'est là que les langues sont un plaisir au lieu d'être une corvée. Et justement sur la confiance, c'est super important, parce que bon, c'est pas qu'en France, contrairement à ce qu'on raconte, mais beaucoup de gens ont un problème de confiance en eux quand ils parlent les langues, et c'est assez compréhensible, parce que quand on doit parler une nouvelle langue, il faut retourner à la case départ où on parle comme un petit bébé, quoi. Et comment toi, est-ce que tu as été confronté à ce problème et comment tu l'as surmonté? Moi je suis un ancien timide en fait, c'est à dire que quand j'étais adolescent, je passais trop de temps sur l'ordi, pas assez de temps de manière sociable, et du coup j'étais en retard d'un train ou deux à ce niveau-là, et donc j'ai dû surmonter cette timidité là en français, en anglais, peu importe la langue. Et donc je sais ce que c'est de ne pas être à l'aise socialement. Je dirais avec le recul, la chose la plus importante sur la confiance. Alors il y a plein de choses qui peuvent aider, et il y a le côté, c'est un peu un côté new age, genre crois en toi, tu es bien, aime-toi. Et c'est vrai que c'est important d'avoir une certaine estime de soi, parce que voilà, si on s'aime pas, qui va nous aimer? Il faut que ça commence par là quelque part. Mais pour les choses plus techniques et pour les compétences, la confiance c'est très simple. La confiance, ça vient de l'expérience. Donc si on a accumulé de l'expérience à faire quelque chose, on a la confiance, la question ne se pose même plus en fait. Et je dirais que c'est ça le but ultime de la confiance, c'est que la question ne se pose même plus. Et ça peut être sur différentes choses. On va pas y arriver avec le derrière. La confiance justement, voilà, si j'avais des situations comme ça tous les jours, je m'en foutrais. Mais en langue, de répéter, ça devient automatique. De la même manière, quelqu'un qui pourrait ne pas... Je me rappelle d'un exemple, quelqu'un qui était vraiment pas à l'aise socialement, qui était timide, renfermé. Je sais plus qu'il avait, il était assez âgé. Et à un moment, on lui parle de Kung-Fu qui était sa passion. Et là, le mec, on l'arrête plus en fait. Il en parle. Et c'est là qu'il s'ouvre. Parce que forcément, c'est un sujet auquel il avait déjà souvent pensé. Donc il parle certainement très souvent. Et c'est là que ça devient automatique. Donc de la même manière en langue, on voudra répéter. On peut répéter en face de... Le défi, c'est qu'on n'a pas toujours des personnes à qui parler. Donc répéter chez soi face à l'écran, c'est ce que font les gens qui utilisent ma formation d'anglais. Ils répètent face à l'ordi, ils me disent ils ont l'impression d'avoir des conversations avec leur ordinateur, mais quelque part c'est comme une simulation, c'est comme le simulateur de vol. Il fait que les pilotes n'ont pas d'accident quand ils pilotent les avions. De la même manière, on peut essayer d'avoir une pratique comme ça des langues. Et en hongrois, ce qui m'a beaucoup aidé, l'hongrois, je l'ai appris assez rapidement. Enfin, j'ai eu un niveau vraiment honorable et assez surprenant assez rapidement, parce que je le parlais. Et au début, je connaissais 3 fois rien. Je connaissais les mêmes 3 malheureuses histoires.
Au début, j'avais du mal à les raconter, et puis je les racontais, et je les racontais, je les racontais, je les racontais. Je racontais les mêmes 3 histoires à des dizaines de personnes, et du coup, je m'améliorais dans le fait de les réciter, et ensuite, je pouvais ajouter des détails, et ainsi de suite. Et par exemple, j'ai fait ça plus récemment. Je me suis seulement mis le mois dernier pour le russe. Le russe, je comprenais beaucoup de choses, mais je n'étais pas à l'aise avec la prise de parole. Et je me suis remis à faire ça pour le russe. Donc j'ai réservé plein de cours sur italki, enfin avec des tuteurs, plus des discussions que des cours. Et je me suis présenté, j'ai raconté les mêmes histoires à maintenant une quinzaine de personnes en 3-4 semaines. Et j'ai vraiment gagné en confiance à l'oral en russe et en fluidité. Et j'ai des personnes qui font des gros compliments par rapport à mon niveau de russe, mais c'est parce qu'ils voient que la partie qui fonctionne. Si je parlais d'un autre sujet, ce serait plus difficile. Et là aussi, sur ces autres sujets-là, je voudrais répéter jusqu'à ce que ça devienne fluide et automatique. Et là encore, quand j'en serai là, la question de la confiance se posera pas. Ouais, mais je pense qu'il y a vraiment, c'est pas toujours marrant d'en parler, mais il y a une réalité là-dessus, c'est qu'il y a vraiment un côté quasiment sportif ou militaire de la répétition. Moi, par exemple, il y avait quelque chose qui m'avait assez marqué, c'était, je sais pas si toi t'es passé par là, mais à la fin du lycée, il y avait la préparation à la défense, c'est comme en JAPD. Oui. Et en fait, j'en ai retiré comme une chose, c'était un militaire qui disait comment il avait appris le combat. Et que en fait, le plus important, c'était pas les techniques, mais c'était les répéter suffisamment souvent pour qu'ils deviennent tellement automatiques qu'on pouvait les faire en situation de stress. Bon, alors fort heureusement, avec les langues, on n'est pas dans des situations dramatiques de combat ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que malgré tout, il y a quand même une part de vérité, c'est que si on est habitué à répéter 20 fois, 30 fois, 100 fois et une chose, et ben quand on arrive face à des gens, on a juste à la répéter. C'est comme un musicien qui a du trac. S'il a répété son récital de piano ou de violon, je sais pas quoi, quand il arrive devant un auditoire, il a le trac au début, mais après ça devient automatique, ça coule des doigts. Et je pense que c'est un problème, c'est que beaucoup de gens se disent je suis nul, donc je vais attendre pour pratiquer, et vu qu'ils pratiquent pas, ils restent un peu dans cette crispation qui est super désagréable. Comme tu disais, il a tendance à tout survoler et à jamais aller suffisamment loin à répéter suffisamment pour avoir de la confiance. C'est marrant, Arnold Schwarzenegger, j'ai vu sa biographie il n'y a pas très longtemps, et il a la même observation. Et la répétition, il a, que ce soit en politique ou au cinéma ou dans sa carrière de bodybuilder, à chaque fois il considère que c'est ça qui lui a permis de réussir en fait. Répéter. Absolument. Là, je dois en être à plus de 100 vidéos et je vois aussi que c'est en faisant les choses bien sûr. Que ça s'améliore à force, quoi. Les langues, c'est pareil. Hein. Bien sûr. C'est encourageant parce que c'est-à-dire que c'est accessible et ça dépend pas de nous. C'est pas la question du talent, c'est toujours assez marrant parce que les personnes qui soi-disant ont des talents ou des dons, alors je dis pas qu'il y a ça, comme tout, il y a une part de génétique, mais la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a. C'est pas nos gènes on peut rien changer. Voilà. Ce qu'on peut faire c'est agir par rapport à notre comportement. Et là, on est tous plus ou moins égaux face aux répétitions. Soit on les fait, soit on a la discipline de le faire, soit on néglige et on sème ce qu'on récolte. Je suis assez d'accord sur le talent parce que je pense réellement qu'il y a des gens qui ont des talents pour les langues et encore c'est éclaté dans plusieurs domaines. Il y a des gens qui ont une super mémoire, des gens qui ont une super oreille, des gens qui ont une vision de la grammaire très claire. Donc déjà c'est dur d'avoir un individu qui regroupe tout ça, mais en plus toutes les personnes vraiment sans exception qui parlent plusieurs langues que je connais, c'est juste des gens qui ont passé des années. C'est du travail, voilà, c'est du travail. C'est du travail, c'est un mode de vie aussi. Les plus impressionnants en général, ils se servent de leur langue pour le travail. Ça fait une différence aussi. C'est vrai aussi que c'est des choix de vie et selon le nombre de langues qu'on désire parler, il y a des choix de vie à faire pour être congruent aussi par rapport à nos buts. C'est assez excitant, c'est comment on veut vivre. Et bien sûr, parce que ça c'est ce qui me dérange aussi parfois quand on va de plus en plus sur internet, quand on parle des polyglottes comme si c'était une communauté de gens à part, etc. Mais finalement, c'est pas forcément des bons exemples parce que c'est des exemples à suivre dans les méthodes, la motivation, etc. Mais s'ils sont arrivés à parler autant de langues, c'est parce qu'ils en avaient un besoin, quoi. Alors qu'on n'a même pas forcément besoin dans sa vie, il n'y a pas même forcément d'intérêt à parler 10 langues. Oui, il faut avoir un mode de vie qui permet de les maintenir, ainsi de suite. Et avec les polyglottes et puis les médias en général, on a tendance à se concentrer sur le résultat et à négliger les milliers d'heures de travail qui ont amené à ce résultat. Ce qui est injuste en fait, c'est divertissant de voir un résultat impressionnant, mais si on veut des résultats similaires, c'est le travail qui compte, pas le résultat.
Ok, bah là on a vu déjà pas mal de choses et finalement est-ce que tu aurais un mot pour conclure, quelque chose dont tu n'as pas pu encore parler, que tu voudrais partager? Une petite technique que j'avais en tête par rapport au fait qu'on allait faire une interview comme ça, c'est une autre technique qui est de se poser des contraintes positives en fait. Alors c'est juste tout bête, je parlais tout à l'heure de prendre des cours, des cours ou des conversations sur Italki. Et j'y pensais depuis des mois et je négligeais ça. Et maintenant, ce que je fais, c'est tout simple, c'est que je réserve mes cours pour toute la semaine, 5 jours sur 7. Je les réserve d'un bloc le week-end. Et ça veut dire que j'ai prévu mon emploi du temps pour le reste de la semaine. Et c'est tellement bête, hein, vraiment, c'est pas sorcier. Mais de faire ça, ça m'oblige à mettre le doigt dans l'engrenage et ça devient une habitude en fait. Simplement parce que si on fait les choses seulement qu'on en a envie, on a tendance à pas les faire autant qu'on aurait aimé, donc se poser des contraintes positives comme ça. Ouais, je suis d'accord, et d'ailleurs la conversation, c'est ce que je trouve super bien, parce que pour moi c'est un des meilleurs outils pour arriver à parler une langue. C'est en plus que vu qu'on n'est pas tout seul, qu'on va devoir être face à un professionnel ou un ami, etc. C'est que quand on est une personne à peu près polie, on pose un rendez-vous, on s'y tient quoi. Et du coup, le fait d'avoir des gens avec qui travailler les langues, ça fait une super implication, alors que si on est juste avec un livre, il nous en voudra pas si on le laisse prendre la poussière. C'est ça. Et puis c'est tellement plus vivant aussi. C'est sûr. Voilà, tu aurais un dernier mot pour conclure? Merci de m'avoir proposé l'interview. Je t'en prie. Et du coup, on te retrouve sur quel site? Alors sur bilingueanglais.com pour tout ce qui est par rapport à l'anglais, et de temps en temps sur voyageauboutdelalangue.com pour d'autres histoires de hongrois, de russe. Voilà, en tout cas, vous avez les liens des sites dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, que ce soit à Budapest ou un peu plus tard. Et merci beaucoup, Fabien. De rien, merci. Salut. Salut.